Oui, Jean-Luc, je suis très content de reprendre avec vous certaines notions qui sont fondamentales dans le travail d'Étienne-Jules Marey, notamment le temps. Il avait une obsession, c'était effectivement de décrire les phénomènes vivants, et l'instrumentation qu'il a utilisée, si on peut dire, lui aurait permis d'inscrire les phénomènes vivants sur une échelle de temps. Oui, Marey était enthousiaste du système de coordonnées de représentation du mouvement en termes d'abscisse représentant le temps chronométrique et d'ordonnées représentant l'amplitude des mouvements. Les phases successives de l'accomplissement d'un mouvement sont étalées dans l'espace. C'est précisément ce que lui reprochait, enfin, indirectement, Henri Bergson, qui objectait à la dénaturation du temps, de la durée qu'il appelait la durée pure, dès lors que l'on mélange l'espace avec la représentation du temps. Mais finalement, est-ce que le travail effectué à cette époque-là, qui est le travail finalement d'un mécanicien du mouvement, n'a pas été fondateur d'une réflexion sur le temps qui a ensuite évolué largement, notamment avec les réflexions philosophiques de cette époque? Sans doute, la position de Marey, par son caractère physicaliste affirmé, était en quelque sorte provocatrice. Elle a provoqué les philosophes. C'est ce que Bergson, c'est ce que Husserl, Brentano, puis Merleau-Ponty ultérieurement ont tenté de faire, à savoir inciter les scientifiques à regarder les aspects du vivant qui ne se laissent pas réduire à la mécanique. Rappelons que Marey, c'est un médecin avec une espèce de qualité supplémentaire d'ingénieur qui, à une certaine époque, avait une fascination pour les développements technologiques, et il faut reconnaître qu'il a mis au point une instrumentation très importante justement pour l'étude des comportements vivants, et notamment ce qui fait le vivant, c'est le mouvement. Certes, mais l'instrumentation qu'il a développée revient toujours à précipiter ou à réduire le mouvement en tant que vivant sur la mécanique du corps, considérée comme ensemble de leviers articulés ensemble qui donnent des déplacements spatiaux. Or, le mouvement, et à l'époque c'était seulement les philosophes qui attiraient l'attention sur ce point, le mouvement vivant ne se réduit pas à une translation spatiale, comme on pourrait dire. Et les aspects du mouvement tels que l'influence des émotions, l'organisation intentionnelle visant un but, ou encore l'influence de l'intersubjectivité, la présence d'autres agents en dehors de l'agent qui accomplit un mouvement, sont des données tout à fait efficientes, tout à fait importantes dans l'organisation du mouvement. Mais le travail d'un scientifique, c'est quand même de découper en morceaux, en pièces détachées, un système qu'on veut comprendre, pour ensuite éventuellement le reconstruire et lui redonner une fonction. La difficulté, c'est que la physique procède dans le sens de la réduction à l'élémentaire, tandis que la biologie essaye de retrouver la synthèse, essaye de reconstituer la synthèse, même si elle n'y parvient pas encore totalement. Donc le travail d'Étienne-Jules Marey n'a pas été repris systématiquement par la communauté des sciences biologiques. Il aura fallu attendre quasiment un siècle avant que cette communauté, notamment celle des neurosciences, reprenne cette idée que l'analyse du comportement puisse nous faire comprendre notre rapport au temps et notre expérience du temps. Plusieurs scientifiques modernes ont notamment bien expliqué que la production des actes nous plaçait le cerveau à la fois dans le futur, dans le passé et dans le présent. On peut prendre l'exemple du mouvement du bras. On peut dire que l'analyse de Marey s'arrête à la translation locale, au déplacement dans l'espace d'un membre qui s'initie, qui se développe et qui s'accomplit dans une succession d'instants et d'instantanés. Ça, c'est la couche visible. C'est la couche visible. Par opposition,
Si l'on voit par exemple les travaux de Marc Jeanneraud sur le mouvement du bras de capture d'un objet, comme un verre, ce que Jeanneraud fait apparaître, c'est que c'est une préformation et avec une anticipation de la fin, de l'accomplissement de la capture de l'objet par le bras, qui en quelque sorte montre que dans l'accomplissement du déplacement dans l'espace, il y a une intention, une anticipation de la fin qui se réalise. Autrement, le sujet se projette dans le futur de l'appréhension de l'objet et donc il prédit en quelque sorte les retours sensoriels, les actions. Donc il est effectivement à la fois dans le présent mais en même temps dans le futur. Donc cette échelle de temps, qui est une échelle de temps linéaire, ne tient plus du coup pour... Ça n'est justement plus linéaire puisqu'il y a une sorte d'enveloppement de la fin dans le début. Au lieu qu'il y ait une stricte succession d'instants, il y a un retournement sur soi du temps, une précédence, une anticipation, et c'est une sorte d'approximation par là que nous avons de ce que les philosophes ont appelé l'intentionnalité du mouvement, la visée d'un but. Est-ce que finalement le travail de Marey, qui se réduit en quelque sorte à une capture des phénomènes visibles, n'anticipait pas en quelque sorte la science moderne du mouvement, qui désormais consiste non pas à se satisfaire d'une description des phénomènes visibles, du comportement, mais de l'intériorité du sujet qui guide en quelque sorte ces phénomènes qu'on enregistre avec les appareils développés par Marey. C'est cela. On peut penser qu'il est très réconfortant de voir que ce que les philosophes soulignaient comme n'étant pas recueilli dans la description purement physique du mouvement, à savoir l'influence des émotions, des états émotionnels de l'agent, l'influence de l'orientation vers un but, ce qu'on appelle l'intentionnalité, l'influence également de l'interaction avec autrui, ce qu'on appelle l'intersubjectivité. Tous ces aspects commencent à être repris et reconsidérés dans leurs corrélats, par exemple corrélats neuronaux, par les sciences du vivant, qui réalisent ce qu'on pourrait appeler une naturalisation de la phénoménologie en suggérant la façon dont s'organisent dans un comportement complexe, complet, ces différentes influences de l'état émotionnel, je disais, de l'orientation vers un but et de la présence d'autrui.